Je remercie beaucoup l'AFNO de m'avoir associé à ces travaux sur le bien commun territorial, car je pense que si ce sujet est évidemment extrêmement difficile, en même temps, il est à la fois très stimulant et finalement extraordinairement important pour l'époque actuelle. Et ce que je crois aussi, c'est que finalement, déjà dans cette matinée, mais ce sera poursuivi cet après-midi, c'est vrai qu'au fond, cette rencontre entre des experts, des chercheurs, des élus, des directeurs d'agences, des membres donc très différents de par leur approche, au fond, forme déjà, je trouve, au bout d'une matinée, une sorte de bien commun qui me paraît intéressant pour travailler au plus près, finalement, du terrain dans les agences, puisqu'au fond, c'est quand même ça le but, plus que de rester simplement dans des sphères très conceptuelles. Mais en même temps, on sent bien ce matin que la question conceptuelle, elle est importante, que c'est cet aller-retour entre des éléments plus conceptuels et puis les éléments très concrets, les éléments de la manière dont vivent les villes, dont vivent les quartiers, dont vivent les différentes échelles territoriales. C'est cet aller-retour qui peut produire quelque chose d'important et de signifiant pour l'action publique à mener. Moi, c'est extrêmement difficile, hein, cet exercice de reprendre quelques points. Moi, j'en reprendrai volontiers 3, en fait. Le premier, qui serait, au fond, ce bien commun territorial. On a bien vu dans la matinée une sorte d'entrée par les contenus, de se dire on va les définir par ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. Et on a cité aussi bien des éléments du patrimoine historique, des éléments de nos patrimoines culturels, des éléments naturels, des éléments comme l'eau, comme l'énergie, qui ont été mis en avant, en particulier dans le petit film d'interview des agences. Et également, ce qui est beaucoup apparu au fil de la matinée, c'est ces questions de savoir partagé, de connaissances partagées, donc de quelque chose qui est plus immatériel dans ce patrimoine commun et qui paraît complètement central, complètement au cœur du jeu, et peut-être plus encore aujourd'hui que par le passé. Mais à de nombreuses reprises, et finalement dans la deuxième table ronde, c'était d'ailleurs l'objet, le point d'entrée, on a l'impression que peut-être ce sujet du bien commun territorial, il a été choisi aussi parce qu'on est dans une époque où il y a une espèce d'émergence de quelque chose de nouveau qui est le numérique et qui nous réinterroge sur bien privé, bien public et bien commun. Et que du coup, d'une certaine façon, alors que ces biens communs datent de très longtemps, hein, le mouvement des enclosures dont parlait Violaine Acker n'est pas tout à fait d'hier, et pourtant cette question était déjà posée, et pourtant la question du numérique nous remet devant cette question: qui appartient à qui et qu'est-ce qui appartient à qui et comment est-ce qu'on peut gérer ces nouvelles productions, notamment de data, dont vous avez très bien montré à la fois les intérêts puis en même temps les limites de leur usage. Donc cette entrée par contenu, au fond, il me semble que très vite, elle a débouché dans cette matinée sur une autre entrée. Et cette deuxième entrée, c'est davantage une entrée par le processus. Au fond, dès le début et en filigrane, tout au long de la matinée, on voit bien que le bien commun territorial, ça se décline pas simplement par des contenus, par des objets que l'on définit, que l'on décline, mais par des processus. Et cette idée du processus, au fond, nous interroge, et d'ailleurs, en réalité, nous interroge vraiment tous, parce qu'au fond, quelque part, il interroge ce que nous savons déjà depuis assez longtemps, le fait que le processus d'action publique par le public, au sens strict du terme, par l'administration, par le gouvernement, est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus suffisant pour conduire, pour mener une action sur un territoire, et que par conséquent, cette entrée par le processus interroge bien sûr le privé, qu'il soit du privé sous forme d'entreprise ou par le biais d'associations, mais en même temps, encore plus et peut-être plus que jamais, et c'est là peut-être que le numérique fait aussi effet de révélateur, les habitants eux-mêmes, les usagers eux-mêmes, les personnes elles-mêmes. Et de ce fait, elle amène cette question du bien commun par le processus, amène, et ça a été dit plusieurs fois dans la matinée, à s'interroger beaucoup sur la question du processus top-down et du processus bottom-up, mais même en enrichissant ces notions qui sont finalement un peu sèches tout de même du côté du bottom-up. Ça voudrait dire quoi que dans ce processus du bien commun, on mette au cœur du jeu davantage l'habitant ou l'usager. Et de ce fait, et c'est mon troisième point, et à mon sens, enfin pour moi, c'est le plus important, c'est qu'au fond, et plusieurs personnes dans les deux tables rondes l'ont dit, soit très explicitement, soit implicitement, au fond, le bien commun et le bien commun territorial, c'est quand même une affaire de choix.
c'est pas simplement un contenu, c'est pas simplement un processus, c'est aussi une question de choix. Et au fond, derrière cette question de choix, on voit bien que la question est celle, d'une part, de la régulation. Si Öhrström, dans ses travaux, met en avant le commun, c'est parce qu'elle a un positionnement théorique, qui est un positionnement théorique qui s'écarte du modèle néoclassique de l'économie libérale et qui veut réintégrer, ça a été très clairement dit, de l'économie institutionnelle, avec le soubassement de la société, de la psychologie, quelque chose qui est complètement différent de la trame théorique de l'économie libérale classique, en fait. Et du coup, c'est un positionnement. C'est pas rien du tout, c'est pas par hasard, c'est quand même un positionnement théorique qui appelle quand même à des choix en termes de régulation qui sont des choix qui ne sont pas simplement des choix de régulation par le marché. Donc ici, on voit bien qu'il s'agit d'un choix. Et de ce fait, la régulation qu'appelle le bien commun est en filigrane présent partout, puisqu'on voit bien qu'il réémerge aussi autour du numérique. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est quoi la régulation qu'on invente de ce point de vue, hein? Certains ont dit, comme Pierre Weltz, ont parlé de la crainte de la publicité ou de l'utilisation par les firmes de manière abusive de leurs possibilités en termes de numérique. On voit bien qu'il y a cet élément, mais la régulation, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale. Et c'est vrai que l'intervention de Marie-Christine Jaillet nous a permis de vraiment voir justement la limite peut-être, quand on parle du bien commun, à ne pas tomber dans les écueils du bien commun qui serait quelque chose de l'ordre de la communauté, mais d'une communauté qui serait une communauté finalement tout à fait finalement fermée, ou d'une communauté qui serait probablement d'ailleurs également exclusive, et que ce bien commun, il fallait faire un choix sur la manière dont on allait le décliner, à la fois sur ce plan-là, et puis également sur le plan des échelles. C'est-à-dire que ce qui peut fonctionner en termes de bien commun à certaines échelles n'est pas peut-être propice à une autre. Et du coup, cette deuxième question, cette deuxième aspect, c'est-à-dire une régulation par le social, c'est aussi un choix. Là aussi, il y a un choix. Et le dernier de ces choix, c'est dans le domaine du politique. Et plusieurs des directeurs d'agences, à travers leurs exemples, comme ceux compris à la fois dans le film, plusieurs d'entre eux, ou ce que disait Jérôme Baratier tout à l'heure, ou ce qu'ont dit certains élus, et ce que vous avez dit à l'instant sur Clermont-Ferrand, qui nous montre bien que, au fond, le choix qu'on a derrière ce bien commun, c'est aussi quel choix est-ce qu'on fait en termes d'échelle, en termes de positionnement par rapport aux inégalités, que promouvoir ces éléments du bien commun, cette nouvelle régulation qui pose quelque chose dans les processus entre le public et le privé, qui remet au cœur du jeu, d'une certaine façon, des habitants, des usagers. Comment est-ce que politiquement, au sens large du terme, comment est-ce que politiquement on le joue? Et encore une fois, pas avec un positionnement un peu bisounours, Pierre Weltz employait ce terme tout à l'heure, mais avec un positionnement qui considère que la gestion politique de ce bien commun, il ne va pas être tout à fait angélique et tout d'un coup angélique et exempt de conflits ou de positionnements contradictoires. Et donc, ce que je retiens ici, c'est quand même beaucoup de choses qui peuvent, à mon avis, être utiles, évidemment, sur le plan intellectuel, mais également extrêmement utiles sur le plan de la manière de gérer ce bien commun au plus près à travers l'activité que vous avez dans les agences. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas, en donnant ce thème de bien commun territorial, la crainte qu'on peut avoir, c'est de dire ah ben ça y est, on a trouvé un nouveau grand thème autour duquel on va tous se rattacher. Et justement, je trouve que ce que Salamatine montre, c'est précisément non. C'est-à-dire précisément, c'est un grand thème qui va nous faire tous réfléchir, mais qui en même temps nécessite qu'on réfléchisse à nos positionnements. Et je pense que sur ce plan-là, c'est absolument fructueux. Et j'imagine que, évidemment, les travaux de l'après-midi, qui vont plus porter sur les modèles économiques et sur l'action publique, vont permettre de creuser davantage ce sillon de ce bien commun territorial. Qu'est-ce qu'on en fait ?